Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux avec l'équipe municipale de vous retrouver ce soir pour ce qui devrait être la dernière réunion de présentation de travail que nous menons sur la révision générale du PLU. Depuis notre arrivée en 2020, nous avons eu à cœur de reprendre ce travail intense, long, difficile aussi, qui vise à définir des conditions du développement futur de Combloux. Vous le voyez, malgré notre volonté et notre investissement, ce sont près de 3 années qui se sont écoulées avant d'arriver à un document quasiment bouclé. Pour avancer dans l'élaboration de ce PLU, nous pouvons compter sur le soutien des services municipaux, notamment sur l'investissement du service urbanisme avec Émilie Dufay, notre instructrice, et Sophie Ducret, notre assistante à l'urbanisme, ainsi que sur Fabrice Collot, directeur général adjoint en charge de l'aménagement du territoire et des services techniques. Je veux les remercier pour leur travail soutenu, continu et d'une grande qualité. Je veux aussi saluer l'investissement de Jean-Michel Paget, premier adjoint en charge de l'urbanisme, dans ce dossier complexe où il est important que les élus s'investissent. Avec l'ensemble des élus, ce dossier a pu avancer et notre vision de l'aménagement de Combloux va pouvoir se traduire dans un document abouti en phase avec la réglementation actuelle. Vous le verrez lors de la présentation de Delphine Pelletan du cabinet Espace et Mutation qui nous accompagne dans ce PLU. Nous vous proposons un PLU en phase avec la réglementation en vigueur, notamment avec la loi Climat et Résilience. Cette loi porte en elle plusieurs axes stratégiques et certains d'entre eux sont très importants sur notre territoire. Je parle ici de zéro artificialisation nette des sols qui impose aux collectivités une sobriété foncière. Combloux a vu se développer beaucoup de constructions durant ces 6 dernières années et nous sommes dans l'obligation maintenant de ralentir ce rythme, de réduire considérablement la consommation d'espace et de se concentrer sur l'aménagement des espaces urbanisés, notamment sur le secteur du village. Parmi les axes stratégiques de la loi Climat et Résilience figure aussi la réalisation thermique des bâtiments. Plusieurs orientations de nos futurs documents d'urbanisme vont encourager ces réalisations qui sont à la fois essentielles et pour la sobriété foncière, mais aussi indispensables pour la sobriété énergétique, la protection de notre environnement et le confort de la vie de ses habitants. Autre axe stratégique sur lequel je souhaite revenir, la question de la mobilité. La loi Climat et Résilience incite fortement à la valorisation et à la facilitation de ce que l'on appelle désormais la mobilité active. Elles sont essentielles pour réduire la place de la voiture dans nos déplacements et avec ce PLU, vous le verrez, nous voulons à la fois densifier l'habitat à proximité du centre-village et faciliter les cheminements piétons et cycles qui permettent de rejoindre les pôles de service. Enfin, dernier axe stratégique, la protection de l'environnement et la ressource en eau de la biodiversité. Ce projet de PLU est très engagé sur la question, avec l'identification et la préservation des zones humides, des réservoirs de biodiversité, les instructions quant à la gestion des eaux pluviales. Après vous avoir dressé rapidement ce panorama élargi de nos grands objectifs, je vais laisser la parole à Delphine Pelletan, qui va vous présenter dans le détail le projet du PLU. Bonne réunion à tous. Passer direct à la diapo 23. Non, c'est pas vrai. Effectivement, je vais vous faire une grande présentation. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit assez dynamique. On va d'abord parler de la démarche générale du PLU. Dans un second temps, de la composition du dossier. Alors, ce sont des éléments que vous aurez sans doute déjà vus si vous êtes venu à la précédente réunion publique du mois de septembre, mais
un petit rappel pour les nouveaux, c'est plutôt intéressant aussi. Et puis ensuite, je vais vous expliquer comment le PADD, c'est-à-dire le projet d'aménagement et de développement durable, a été, donc c'est le projet du territoire, a été traduit dans les outils réglementaires du PLU, c'est-à-dire le plan de zonage, le règlement et les orientations d'aménagement notamment. Et puis enfin, on aura un temps d'échange entre la salle et puis les élus et moi-même. Je vous propose, pour la bonne conduite de la présentation, de dérouler l'ensemble de la présentation et d'avoir justement ce temps d'échange à la fin, ce qui permet de ne pas perdre le fil de la discussion et de la présentation. Alors, un PLU, c'est un document complet d'urbanisme, de planification et de projet qui fixe les orientations d'aménagement et les règles d'urbanisme pour à peu près 10 ans. Il n'y a pas de date de péremption, donc c'est simplement qu'on réfléchit le territoire à 10 ans, on met en place les règles pour une dizaine d'années, mais il n'y a pas de caducité du PLU. Pour mémoire, PLU, c'est plan local d'urbanisme. Le PLU traite de nombreux thèmes, comme l'introduction de Monsieur le maire en a fait part. On parle aussi bien du développement urbain, de l'habitat, que de l'agriculture, que des loisirs et du tourisme pour ce qui vous concerne. Bien sûr, il y a le volet sur la consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain. On parle de mobilité, de biodiversité, de paysage, d'équipement, etc. Un PLU, eh bien, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Un PLU, ça doit s'inscrire dans une hiérarchie des normes, c'est-à-dire que le PLU, il vient tout en bas de la pyramide inversée des normes, c'est-à-dire qu'on doit d'abord tenir compte des lois, notamment du Code de l'urbanisme qui régit la révision ou l'élaboration des PLU. La loi est traduite dans le SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui est un document d'aménagement du territoire à l'échelle donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, ce SRADET, il est transcrit dans un SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Alors pour Combloux, le SCOT est en cours d'élaboration, donc pour l'instant on n'a pas la nécessité d'être en compatibilité avec ce document qui n'existe pas encore, en tout cas qui est en cours d'élaboration, donc il n'a pas de valeur légale. Et donc le PLU doit se référer au document qui est au-dessus, c'est-à-dire au SRADET. Donc le PLU, il s'inscrit dans une démarche et dans un contexte légal et réglementaire très contraint. Notamment, des contraintes qui sont de plus en plus fortes, ce sont les contraintes ou les enjeux liés à la consommation de foncier, hein, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, et à l'obligation d'avoir une utilisation économe du foncier. Cette notion-là, elle est apparue dès l'année 2000 avec la création des PLU par la loi SRU. Et depuis 23 ans maintenant, chaque loi d'urbanisme, vous voyez qu'il y en a eu plusieurs, et encore on ne les a pas toutes mises, on a mis les principales, chaque loi est venue apporter des contraintes supplémentaires ou une obligation de prise en compte plus importante des enjeux de foncier et des enjeux notamment de biodiversité. Ce qui fait que la dernière loi en la matière, c'est la loi climat et résilience, dont on vous a parlé, et qui est venue clairement inscrire dans la loi ce fameux objectif ZAN, zéro artificialisation nette. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi climat et résilience? Alors pour mémoire, la loi climat et résilience, hein, c'est écrit sur ma petite diapositive précédente, c'est la loi qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat. Donc les conventionnés, je ne sais plus comment on les appelait, bref, les 150 ont fait des propositions qui ont été partiellement traduites dans la loi. Et pour tenir compte donc, de ces enjeux de la loi climat et résilience qui s'imposent à notre PLU, il a fallu modifier en décembre le projet d'aménagement et de développement durable qui a été débattu de nouveau au conseil municipal du 20 décembre. Et donc ce soir, le PADD qu'on vous présente est un petit peu modifié sur certains sujets, notamment un sujet important, c'est celui de la consommation foncière, où on a un PADD, un projet de territoire qui est plus exigeant que celui qui avait pu vous être présenté, je ne sais plus, il y a à peu près un an et demi maintenant. L'artificialisation des sols, on en a parlé rapidement, je ne vais pas m'attarder, mais c'est le fait de changer la nature et la fonctionnalité d'un sol. Et ce n'est pas juste une lubie de parlementaires d'inscrire ça dans la loi, c'est que le sol, c'est un bien très précieux qu'on a et que si on fragilise et qu'on détruit les sols, eh bien à un moment, c'est la question de l'agriculture qui se pose, de la pérennité de l'agriculture, c'est la question de la biodiversité qui se pose, c'est la question aussi des
de la gestion des risques, parce que des sols trop imperméabilisés, trop appauvris, ne font plus leur rôle d'éponge quand il pleut, et ça ruisselle encore plus, et ça peut avoir des conséquences encore plus importantes sur les questions d'inondation. Ce qui fait que dans le PLU, j'insiste un peu parce que c'est vraiment un point important, on doit d'abord rechercher à satisfaire l'ensemble des besoins d'habitat, d'équipement, de commerce, etc., à l'intérieur des espaces déjà bâtis. Et on peut réfléchir à aller grignoter des espaces sur les espaces agricoles pour satisfaire les besoins de logement, d'activité économique, etc., si on a démontré qu'on n'avait pas cette place à l'intérieur de l'enveloppe. Ce principe, il ne s'applique pas que à Combloux. Hein. Tous les PLU qu'on fait, partout en Haute-Savoie ou en Savoie ou en Isère où on travaille, on est soumis au même principe. C'est-à-dire que c'est effectivement la loi qui nous dicte ça maintenant. Sur le calendrier, eh bien, on s'était vu en octobre 21, où on avait présenté le PADD. Donc je vous le dis ce soir, le PADD a été remanié, complété surtout. Il y avait une réunion publique en septembre où on vous avait présenté le principe de la traduction réglementaire. Et puis ce soir, on vous présente vraiment le dossier tel qu'il va être mis en forme pour être validé par le conseil municipal vers la fin avril. Donc on est sur la dernière étape de la phase d'étude. Ensuite, on passera sur une phase de consultation des personnes publiques associées, donc les services de l'État notamment. Et puis enfin, il y aura une enquête publique qui du coup devrait être plutôt au moment de l'automne pour que chacun d'entre vous puisse s'exprimer sur le projet d'une manière générale ou sur des points particuliers. Voilà, sur des points particuliers ou le projet d'une manière générale. L'enquête publique, elle sera forcément en papier en mairie et dématérialisée sur Internet. C'est une obligation. Alors je ne sais pas quelles seront précisément les modalités, mais en tout cas, il y aura forcément une mise à disposition en mairie et une mise à disposition par le biais d'Internet, mais vous serez tenu au courant par des publicités le moment venu. Et ça nous amènera sur l'approbation du PLU pour la fin 2023. Voilà, on n'a pas aujourd'hui la date précise parce qu'on est un peu dépendant des avis personnes publiques associées et de l'organisation de l'enquête publique. Je vous rappelle que ce soir, on est sur une réunion de concertation sur le principe du projet, que la présentation est filmée et qu'elle sera sans doute sur le site internet dans les jours à venir ou dans pas très longtemps. Et que ce soir, on n'est pas là pour évoquer les difficultés particulières des uns ou des autres, mais vraiment pour parler du projet d'une manière générale. Et donc, on échangera en fin de séance. Si vous avez des questions précises qui vous concernent vous seul, eh bien, vous pouvez écrire dans le registre de concertation ou à monsieur le maire par courrier, ou alors attendre l'enquête publique pour faire vos remarques. Le PLU et le principe du PADD. C'était ralentir le rythme de construction à Combloux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, préserver l'identité architecturale et paysagère, renforcer la vie au cœur du village, permettre le déploiement des logements à l'année, c'est un enjeu fort sur la commune, favoriser le développement touristique, renforcement des lits chauds et la diversification, et encourager la transition écologique. Je vais donc maintenant passer à la composition du dossier. Rapide rappel, un PLU, c'est un très gros dossier, très généreux en papier, qui est composé d'un certain nombre de pièces. On a un rapport de présentation qui est le document qui va expliquer à la fois le diagnostic, le projet et tous les outils de la traduction réglementaire, c'est-à-dire comment on a fait le plan de zonage, comment on a fait le règlement, etc. Ensuite, on a le PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable. C'est un document beaucoup plus synthétique qui présente vraiment le parti d'aménagement, le projet de territoire pour les 10 ans à venir. C'est illustré avec des cartes à l'échelle de la commune et sur un fond, soit cartographe, un fond IGN ou un fond orthophoto. Ensuite, on a les pièces, donc le PADD, c'est un projet, mais il n'est pas opposable. Ensuite, on a les pièces opposables aux autorisations d'urbanisme, qui sont le règlement écrit, le règlement graphique, c'est-à-dire le plan de zonage, et les OAP. Le règlement écrit, eh bien, c'est toutes les règles qu'il faudra respecter, la hauteur, les reculs, les emprises au sol, etc. Le règlement graphique, c'est ce qui délimite les différentes zones. Vous en avez déjà un sur votre commune. Là, il y en aura une nouvelle version avec des nouvelles zones, des nouvelles dénominations. Ces deux documents sont opposables par conformité aux autorisations d'urbanisme. Donc, quand on écrit une hauteur, on doit respecter la hauteur.
Et ensuite, il y a les OAP. Les OAP, c'est les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont des zooms sur certains secteurs où on donne des prescriptions particulières, des conditions d'aménagement. Et les OAP, elles sont opposables aux autorisations d'urbanisme par compatibilité. C'est-à-dire qu'on doit être dans le même sens et on doit rechercher le même but entre notre projet et l'OAP. Mais on peut tolérer un petit ajustement entre l'OAP et le projet qui est présenté. Admettons, dans un secteur d'OAP, on prévoit 12 logements, un projet est présenté avec 13 ou 14 logements, on est dans la compatibilité. Ou alors avec 10 logements, on est dans la compatibilité. Si on en présente 50 alors que le PLU prévoit 10, c'est plus de la compatibilité là. Vous voyez un peu l'idée? Et puis après, les annexes, c'est des documents explicatifs complémentaires qui viennent appuyer le propos du PLU. Je précise que dans les OAP, je ne vous l'ai pas dit, il y a des OAP sectorielles donc qui concernent certains petits secteurs et des OAP thématiques dont le PLU va être équipé, qui vont traiter de grands sujets, notamment les OAP thématiques vont beaucoup traduire les objectifs liés à la transition écologique et aux objectifs de sobriété énergétique, etc. Puisque là, on est plutôt sur le PLU prescrit des conseils, dans le sens où il y a aussi d'autres réglementations qui vont s'imposer sur les projets de construction. Le PLU, et on en aura bientôt fini avec les généralités et le contexte, est soumis à évaluation environnementale. Ça veut dire que chaque étape du PLU et chaque choix du PLU doit être analysé au regard du filtre de l'environnement, mais au sens large. C'est-à-dire que travaille avec moi un bureau d'études spécialisé en environnement qui interroge chaque choix, chaque projet au regard des enjeux environnementaux. Quand je dis enjeux environnementaux, ce n'est pas seulement la question de la biodiversité et de la protection des zones humides, c'est la prise en compte des nuisances, par exemple des nuisances sonores, la prise en compte des risques, la prise en compte de la limitation des émissions de carbone en se disant tiens, est-ce qu'on a bien réfléchi à essayer de resserrer l'urbanisation, etc. Enfin bon. Donc du coup, ce travail, on dit qu'il est itératif parce qu'il y a des allers-retours réguliers entre la commune, le prestataire et moi-même pour avoir la capacité de justifier cette évaluation environnementale. Et quand on a des incidences négatives, eh bien, la commune, le PLU, est tenu d'expliquer comment il va essayer de réduire ces incidences négatives. Pour cette partie-là, je ne vais pas vous lire tout le texte à chaque fois parce que le document sera évidemment à votre disposition. Mon but, c'est plutôt de vous expliquer à chaque fois comment, d'un grand principe, on a mis en œuvre les outils dans le PLU. Le premier grand axe du PADD, c'est de promouvoir un urbanisme ambitieux au service de la qualité de vie et de la cohésion sociale, et de mettre en place une stratégie assurant l'organisation, la composition urbaine à venir et l'échelonnement de l'urbanisation. Et donc, ce grand thème, on a défini des actions dans notre PADD, c'est de définir une armature urbaine, avec toujours ce but de limiter l'étalement urbain, de prendre en compte les spécificités du territoire avec un centre-village, des coteaux, des hameaux, etc. De restreindre la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, je crois que vous l'aurez compris, et puis d'intégrer le projet structurant du centre-bourg, du centre-village avec la valorisation de la place des Cristaux, du Clos Lachenal et puis du secteur de l'office de tourisme où nous sommes ce soir. Dans le PADD, nous avons fixé un cap qui est de dire que sur les un peu moins de 10 dernières années, sur 2012-2020, il y a eu à peu près 330 logements construits. Alors 2020, parce que du coup, quand on a fait le diagnostic, on était plutôt en 2020-2021 et on ne peut pas actualiser les chiffres à chaque fois que je vois les élus, sinon on n'avance pas sur le reste du dossier. Mais ça nous donne une échelle. On a eu à peu près 330 logements construits sur la commune. De 2012 à 2020, ça fait 9 ans. Donc si on ramène sur 10 ans, ça fait 370. Le but de la commune, c'était de maîtriser un peu ce rythme de construction. Donc on a tablé notre PLU à venir sur la production d'à peu près 300 logements sur 10 ans, avec la volonté de diminuer la part des résidences secondaires, parce qu'aujourd'hui, les résidences secondaires, c'est plus de 3/4 de la production de logements. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre le frein sur cette production de logements qui consomme du foncier et qui ne participe qu'une partie de l'année à la vie de la commune et au maintien des écoles, notamment au maintien des équipements, etc. C'est une volonté communale que de faire en sorte de pouvoir permettre d'accueillir des comblerans, des combleranes, ou des gens d'ailleurs, mais à l'année, parce que c'est aussi ça la vie d'un village que d'avoir des habitants à l'année. Donc on est parti sur le souhait de réduire cette part.
Donc on est sur un moitié-moitié, 50% résidence principale, 50% résidence secondaire. Sachant que dans un PLU, on n'a pas les moyens d'interdire les résidences principales ou d'interdire les résidences secondaires, puisque c'est du logement et nous, on peut encadrer que les logements. C'est plus sur la manière dont on va ensuite traduire et, par exemple, orienter, je vais vous montrer, une certaine production de logements. Pour définir cette armature urbaine, eh bien, dans le plan de zonage, on a défini différents types de zones qui répondront chacune à un règlement adapté. On va avoir les zones UA, qui sont sur les zones denses du centre-village, dans lesquelles on a des règles spécifiques à ce secteur. On a les zones UB qui correspondent à des secteurs de densité moyenne, qui sont la première périphérie, enfin assez vaste, hein, mais la périphérie du centre-village. Et ensuite, on a deux secteurs, les zones UH et les zones UP, qui sont des secteurs qui correspondent aux hameaux, avec une nuance dans les hameaux, selon qu'on est dans des hameaux avec une possibilité d'urbanisation limitée qui va être liée à une capacité des réseaux, à une proximité du centre-bourg, à une structure assez importante du hameau. Et puis il y a des secteurs UP qui sont des secteurs de hameaux plus éloignés ou présentant des enjeux paysagers, des enjeux environnementaux ou des enjeux agricoles, et sur lesquels on va être sur des règles encore plus limitatives en matière de constructibilité. Ensuite, sur la volonté de privilégier l'habitat permanent. Eh bien, sur les 300 logements, la commune espère qu'il y en a à peu près 150 qui soient vraiment destinés à l'accueil de résidents permanents, d'habitants à l'année. Et pour cela, elle a souhaité encadrer l'urbanisation de certaines parcelles de manière assez forte par le biais de ces fameuses orientations d'aménagement et de programmation. À l'intérieur des OAP, on a à peu près 120 logements qui sont programmés dans ces secteurs-là. Vous voyez que ces secteurs, ils sont au cœur du bourg, parce que plus on est près du bourg, plus on est près des équipements, des commerces et des services, et plus on va participer à faire vivre ces commerces, ces services et ces équipements. Et puis, on a bien sûr des disponibilités constructibles dans ce qu'on appelle des dents creuses ailleurs dans la commune. Mais que ça, c'est un point important, c'est le fait d'avoir ciblé des secteurs où on fixe des densités, où on a des attendus en matière de production de logements. Sur ces secteurs, on a aussi, en lien avec le PADD, une commune qui souhaite favoriser l'installation des jeunes ménages. C'était un point qui était apparu au diagnostic, c'est que c'est difficile en tant que jeune de s'installer à Combloux parce que le foncier est très cher et qu'aujourd'hui, la production de logement, c'était essentiellement de la maison individuelle et que donc, ce n'est pas un créneau de logement qui est facile pour des jeunes de 20, 25, 30 ans qui viennent s'installer. Donc, il faut orienter la production de logement vers du logement plus collectif ou des formes intermédiaires. Et il faut aussi que la collectivité l'exige la production de logements aidés. Donc, on dit des fois des logements sociaux. Alors, pour cela, on a essayé de diversifier l'offre, sachant que 75% de la population de Haute-Savoie est éligible au logement social. Donc, ce n'est vraiment pas une question d'aller chercher des ghettos ou quoi que ce soit. C'est vraiment de pouvoir permettre à chacun d'habiter sur la commune. En plus, on doit répondre aux obligations. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure du PLH, qui est le programme local de l'habitat, qui est un document de programmation du logement à l'échelle de la communauté de communes. Donc, la commune est tenue de respecter ces engagements-là. Et donc, dans les secteurs qui sont cerclés de bleu, qui correspondent au secteur d'orientation, d'aménagement et de programmation, on a fixé des objectifs de logement aidé. Je dis logement aidé parce qu'on est sur quelque chose de plus large que juste le logement locatif social. Par exemple, dans le secteur numéro 1, qui est à côté du PLM, de l'ancien hôtel PLM, c'est un terrain qui appartient à la commune et sur laquelle il est prévu uniquement des logements, ce qu'on appelle en bail réel solidaire. C'est-à-dire que ce sont des logements sur lesquels les gens vont acheter uniquement le logement et pas supporter le coût du foncier sur lequel les logements sont construits. C'est un terrain, entre guillemets, mis à disposition par la commune auprès d'un bailleur. Et donc, les gens n'achètent que le logement, ce qui permet de diminuer considérablement le coût du logement. Et puis, bien sûr, dans les conventions de vente, etc., il y a tout un tas d'outils pour éviter la spéculation et la revente 2 ans plus tard au prix du marché. Évidemment, il y a des conditions très strictes. On a décliné un certain nombre d'outils. On a aussi prévu sur d'autres secteurs, donc le 2, c'est plutôt vers le plan d'eau, un secteur où on aurait des logements sociaux et des logements en BRS, donc bail réel solidaire. On a des secteurs à côté de l'hôtel des Granites où on prévoit du logement locatif social qui sera plutôt à destination des saisonniers dans l'attribution des logements, etc. Donc c'est typiquement, on essayait d'être sur un panel assez varié pour répondre à ces besoins. Sur l'équilibre de logement,
comme l'idée, c'est de proposer une offre de logement qui puisse permettre l'installation des jeunes, et puis après, aux plus anciens de rester également, on a fait en sorte que dans les secteurs d'OAP, on ne prescrive aucune maison individuelle. On considère que dans les secteurs d'OAP, c'est là où la collectivité elle s'engage et c'est là où on doit faire un petit peu de densité. Les maisons individuelles, elles se feront dans les dents creuses, dans les hameaux, là où il y en a déjà en fait. Mais que dans le centre-bourg, ce n'est pas un endroit où on va produire demain de la maison individuelle. C'est un endroit où on va essayer de mettre un petit peu de densité parce qu'il y en a déjà et parce que c'est cohérent. On a aussi laissé une possibilité, ce n'est pas un sujet qui est encore fixé, d'une résidence senior dans le Clos Lachenal. Ce n'est pas un projet qui est dans les tuyaux, mais c'est une idée et le règlement du PLU laisse cette possibilité. Du coup, les différentes OAP, par exemple, là, je vous montre celles qui sont vraiment dédiées à l'habitat. Alors, une OAP, c'est un schéma et tout un texte explicatif. Là, pour la réunion, je vous ai juste mis les petits schémas. Mais en fait, une OAP, ça représente le secteur qui est concerné. On donne les principes des accès, les principes des maillages piétons, les principes, par exemple, de stationnement regroupé quand c'est nécessaire, s'il y a besoin d'espaces verts, etc. Donc là, par exemple, on illustre les 4 secteurs qui sont près du centre-bourg et qui vont prescrire des logements sociaux. Ensuite, rapidement, le code de l'urbanisme nous oblige à programmer dans le temps la production de logements. Parce que l'idée, ce n'est pas que le PLU soit approuvé fin 2023 et qu'en 2024, tout soit déjà urbanisé. Puisqu'après, ça va être compliqué pour les 10 prochaines années. Donc, on a une obligation maintenant de faire une sorte de calendrier, une programmation dans le temps des différentes OAP pour expliquer comment on va gérer au fil du temps l'urbanisation de la commune. Et puis gérer les réseaux, l'alimentation en eau, etc. Les extensions nécessaires ou pas des écoles, de la petite enfance, tous ces équipements. Sur l'organisation générale, on a un petit peu parlé tout à l'heure. On avait présenté cette carte au PADD qui montrait une densification au chef-lieu, une recherche de l'habitat au plus près du centre. En fait, on ne voit pas très bien, c'est vraiment le Clos Lachenal qui est le seul secteur entre guillemets, en extension sur des terrains agricoles dans le centre-bourg. Et puis après, on va permettre la densification des espaces périphériques en évitant d'aller étendre la zone urbanisable vers l'extérieur, vers les espaces agricoles. On permet une densification des hameaux. On va préserver l'offre et la diversité des hébergements touristiques et puis conforter le pôle d'équipement qui est aujourd'hui à côté de la mairie et qui commence à être déjà bien structuré. Du coup, dans le plan de zonage, donc là vous avez vu tout à l'heure, c'était la carte du PADD. Le plan de zonage, ce soir j'ai pris le parti de vous le présenter sur la photo aérienne, mais dans le PLU futur, ce sera sur un fond cadastral, évidemment. L'avantage de la photo aérienne, c'est que ça montre bien l'occupation du sol. Et on voit cette articulation entre la zone UA au centre, les zones UB qui sont périphériques, les zones UH qui sont sur des hameaux principaux et les secteurs UP qui sont sur les plus petits hameaux ou des regroupements de maisons qui ne constituent pas tout à fait des hameaux. Sur l'ambition du PADD de structurer et d'animer les espaces publics, c'est aussi un point important et ça passe par des perméabilités piétonnes, par les rez-de-chaussée commerciaux et notamment, là vous voyez dans la carte qui est présentée, on a identifié dans le règlement, enfin dans le plan de zonage du PLU et dans le règlement, on a mis les règles qui vont avec, des linéaires sur le centre-bourg, sur le centre-village, dans lequel on interdit le changement de destination des commerces qui existent en rez-de-chaussée pendant 5 ans, si jamais il y avait une fermeture, de manière à garder cette animation du centre-village et de ne pas avoir transformé des rez-de-chaussée de commerces, de services ou de restaurants en logements parce que, parce que c'est intéressant financièrement de faire la transformation. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre la dynamisation ou le maintien de la dynamique qui existe aujourd'hui parce que vous êtes dans une station village et que la notion de village, elle est très importante. On a mis cette durée de 5 ans parce qu'au-delà de 5 ans, on peut se dire qu'il y a peu de chances que ce soit repris et il ne faut pas non plus qu'on crée des friches dans le centre-village. On a aussi mis en œuvre pour cette question de la dynamique du centre-village et de l'animation des espaces publics des OAP dans le centre-village, donc je vais vous présenter. Et puis, on a eu aussi dans le PLU une attention forte, et on l'évoquait tout à l'heure, sur les maillages doux, les déplacements piétons, les déplacements cycles, pour apaiser les circulations dans le centre. Alors, l'OAP là que je vous présente, elle concerne ce fameux bâtiment plus les bâtiments voisins de la boulangerie et du Freddy.
c'est un document qui est encore en cours de concertation. Donc, il est susceptible d'évoluer d'ici à ce que le PLU soit présenté au conseil municipal fin avril. Mais on voulait quand même vous présenter des éléments ce soir pour vous montrer l'état des réflexions. Il y a un enjeu, c'est réorganiser cet espace aujourd'hui qui est très minéral, et puis produire donc, de la qualité dans les espaces publics, et puis réorganiser les bâtiments. Donc l'idée, ce serait qu'on puisse éventuellement créer une nouvelle allée derrière l'office, et puis éventuellement démolir des bâtiments pour pouvoir en reconstruire d'autres, avec bien sûr le maintien de commerce en rez-de-chaussée. Donc voilà, et on serait sur l'hypothèse, je crois, d'à peu près 18 logements dans ce secteur, quelque chose comme ça. L'autre secteur qui fait l'objet d'une OAP, mais qui fait aussi l'objet d'une concertation, parce que la commune mène plusieurs projets en même temps, c'est le secteur de la place, enfin plutôt du parking des Cristaux aujourd'hui, qui dans l'avenir pourrait être complètement réorganisé, c'est-à-dire qu'on aurait du stationnement en sous-sol et de l'aménagement d'espaces publics, de logements et de commerce à la place du parking aujourd'hui. L'idée, c'est d'améliorer la qualité urbaine de l'entrée de Combloux, de préserver les points de vue, les ouvertures paysagères entre l'église, la partie haute, et puis le secteur du plan d'eau biotope, avec des perméabilités piétonnes, un travail sur des espaces verts, etc. Et puis de conforter aussi un peu le pôle, l'offre d'hébergement touristique avec éventuellement la création d'hébergement touristique, notamment d'un hôtel. Donc là, je vous le disais, ce secteur, ce schéma, c'est sans doute pas sa dernière version qu'on vous présente ce soir. Il y a encore des réunions de concertation avec le panel, mais c'était un peu pour vous montrer l'état d'avancement de notre travail. Et surtout de l'articulation entre les différents projets et le PLU. Ce qui explique la longueur de la révision d'un PLU, c'est qu'on prend en compte plein de projets qui naissent et qui avancent au fur et à mesure. Et enfin, la dernière OAP du centre-village, c'est l'OAP qui concernera le Clos Lachenal, avec la volonté de préserver les commerces qui donnent sur la RD aujourd'hui, la volonté de préserver le bâti existant, c'est-à-dire l'ancien hôtel, les petites maisons qui sont témoins d'une certaine époque à Combloux. Donc ça, l'idée, c'est de permettre la réhabilitation, la réutilisation, la transformation de l'hôtel, et puis de préserver les constructions qui existent, de limiter dans ce secteur-là les capacités de densification, c'est-à-dire qu'on permet la réhabilitation des maisons, mais on ne va pas permettre de faire des nouvelles constructions entre les maisons. Et puis, ce secteur, il présente des enjeux d'aménagement forts parce qu'on est en continuité du pôle d'équipement de la commune, et que c'est un secteur qui va être intéressant pour y implanter des équipements communaux, par exemple une salle des fêtes. C'est aussi un secteur qui va être important pour travailler la qualité des espaces publics avec un jardin alpin ou en tout cas des espaces verts. Il va être aussi important parce qu'il va permettre de créer du lien doux entre la partie ancienne, le chef-lieu ancien, l'église, et puis Basse-Ville, par des modes doux, aujourd'hui qui sont un petit peu contraints, qui ne sont pas forcément très évidents. Et puis un enjeu d'aménagement fort dans ce secteur, c'est la préservation du cône de vue. Quand on arrive, quand on monte à Combloux, sur l'église, là quand je suis arrivée, c'était illuminé. C'est vrai que ça fait partie de... c'est une des images qu'on veut préserver de Combloux. Quand on dit densifier, densifier dans le PLU, c'est pas densifier à tout prix et à n'importe quel prix. C'est aussi de faire en sorte de préserver les éléments importants du cadre de vie. Donc voilà, on voulait un petit peu aborder ce sujet. Ensuite, sur l'adaptation des équipements publics, on avait fixé dans le PADD un certain nombre d'objectifs. Et dans la traduction du PLU, ça passe par un zonage UA, donc le centre-village, qui a un zonage dit mixte, c'est-à-dire qu'on y accepte aussi bien du logement, des commerces, des restaurants que des équipements, évidemment. Ensuite, on a des zones UE qui sont des zones dédiées aux équipements, c'est-à-dire que dans ces zones UE, on n'y admet pas du tout de logement. On n'y admet que des équipements d'intérêt collectif. Et puis, on a des secteurs NE qui sont des secteurs naturels dédiés aux équipements dans lesquels on va retrouver le stade, parce que le stade, c'est essentiellement un espace vert avec des constructibilités limitées pour les vestiaires notamment. Et puis, tout le secteur du plan d'eau biotope, puisque l'idée de ce vaste espace, c'est effectivement d'être un secteur d'équipement de loisirs et de plein air. Et puis, le PLU prévoit de nombreux emplacements réservés pour compléter les maillages doux
qui ne passeraient pas par des OAP. Donc quand on est dans des OAP, il n'y a pas besoin d'emplacement réservé parce que ce sera à la charge de l'aménagement. Par contre, quand on est hors OAP, eh bien, il faut que la commune prévoie des emplacements réservés pour pouvoir créer des cheminements doux, des trottoirs, des accotements sécurisés, etc. Je poursuis. Nous arrivons au gros du sujet. L'analyse de la consommation du foncier. Donc là, je vous fais un petit flashback de la consommation, c'est-à-dire une photo de ce qui s'est passé. On a fait une mise à jour sur la fin 2022. Et donc, on a dans la commune eu une consommation de foncier, d'espaces naturels, agricoles et forestiers. On les appelle les ENAF. Vous voyez dans la deuxième colonne, c'est leur petit nom pour les urbanistes, de 30 hectares, parce que 29,97, je pense qu'on peut dire 30, de 30 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers en extension de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était des terrains agricoles ou naturels, puis qu'aujourd'hui, c'est urbanisé. Et puis on a consommé à peu près 2,3 hectares de foncier qui était déjà dans l'enveloppe urbaine, mais qui avait un usage notamment agricole. Parce que le trou dans l'urbanisation était suffisamment important pour qu'il y ait un usage agricole, une fonction agricole. Donc c'est 32 hectares, un peu plus de 32 hectares d'espace naturel, agricole et forestier au sens de la loi, qui a été consommé en un peu plus de 10 ans. Enfin, en 10 ans tout pile, pardon. Et puis, il y a bien sûr toute l'urbanisation dans l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on a eu des projets qui se sont faits sans consommer de foncier. Les projets qui se font sans consommer de foncier, eh bien, c'est le renouvellement urbain, c'est-à-dire je démolis pour reconstruire, ou je divise, j'ai une parcelle aujourd'hui qui est déjà on va dire traitée comme un terrain d'agrément, j'en divise une partie pour permettre une nouvelle construction. C'est la densification de parcelles et ça ne consomme pas de foncier au sens de la loi climat et résilience. Et puis, les dents creuses, qu'on a plutôt mis dans l'urbanisation de l'enveloppe, c'est souvent des lots de lotissement ou des choses comme ça, sachant que des fois, au sens strict de la loi, selon la taille de la dent creuse, on peut considérer que c'est de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là ce soir. Ce qui va compter pour vous, c'est d'avoir en tête qu'on a consommé plus de 32 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et que, je vous rappelle que la loi climat et résilience nous demande de réduire par 2 notre consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Sachant que cette conso, pour finir, c'est pour tous les registres de l'urbanisation de la commune. C'est pour le développement des activités économiques, pour le développement touristique et pour le développement de l'habitat et des équipements. Ce n'était pas le plus important, les équipements surface. Du coup, dans notre PADD, en décembre, quand il était redébattu, on a un petit peu beaucoup reformulé ce sujet-là. Et nous avons fixé... Alors, les premières parties, on n'a pas changé. Les grands principes d'aller d'abord chercher l'urbanisation en dents creuses, etc., ça n'a pas changé. Ce qu'on a changé, c'est le dernier point, c'est de limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, parce qu'on est désormais tenu d'écrire qu'on va réduire de moitié la consommation de ces espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10 prochaines années. Et que donc, on ne devra pas dépasser 16 hectares de consommation de foncier dans les 10 prochaines années. Donc, on n'a pas le droit de programmer dans le PLU plus de 16 hectares. Évidemment, alors en ce moment, les sénateurs et les députés sont en train de parler à la fois de nos retraites et à la fois de... enfin, c'est demain, je crois, ou après-demain, de la loi, d'une réécriture de la loi climat et résilience et des décrets d'application. Mais sur l'idée, effectivement, l'idée des 50%, elle va rester. Et donc, eh bien, comment on va faire pour limiter la consommation d'espace dans notre PLU ? Bien déjà, on a... mis en place les fameuses orientations d'aménagement et de programmation dans lesquelles on fixe des densités, donc dans lesquelles on fixe des objectifs, parce qu'on se dit, puisque là j'ai du foncier qui est disponible, il ne faut pas que je le gaspille et il faut que je sache ce que je vais attendre sur ces secteurs-là pour pouvoir assurer l'avenir et puis anticiper un petit peu. Donc j'ai des OAP sur les secteurs les plus importants. J'ai aussi des zones U qui ont été redessinés par rapport au PLU actuel pour consommer moins de foncier. C'est-à-dire qu'on est venu dessiner des zones U au plus près de ce qui est déjà bâti et qu'on a été contraint de réduire sur les espaces agricoles. Et puis on a un PLU qui est clairement directement proportionnel aux besoins du projet. Ce n'était pas le cas du PLU actuellement opposable qui a été fait il y a 15 ans et qui était, comme tous les PLU à l'époque, très largement surdimensionné. Ensuite, pour limiter la consommation d'espace, on va quand même faire en sorte de tenir compte de ce qui existe, des différentes activités qui sont réparties dans le territoire. On ne va pas dire on met tout sous cloche. Non, 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 on ne fait plus rien. Donc, par exemple, le code de l'urbanisme, je ne peux pas tout vous dire, tout écrire dans le PowerPoint, mais
Le code de l'urbanisme dit que pour toute maison d'habitation qui se trouvera plus tard en zone agricole ou en zone naturelle, il y aura la possibilité d'évoluer. Et notre règlement du PLU va déterminer dans quelle mesure on a le droit de faire des extensions ou des aménagements et des annexes. Par contre, le code nous dit que quand on a par exemple des activités économiques qui sont diffuses dans le territoire, eh bien, on est tenu de les identifier clairement par ce qu'on appelle un STECAL pour leur permettre d'évoluer. Si on ne le fait pas, eh bien, ils vont pouvoir continuer d'exercer leur activité, mais ils ne pourront pas faire de projet d'extension, par exemple. Donc, on est tenu, par le biais du PLU, de bien identifier les différentes activités qui sont dispatchées ça et là dans le territoire et de déterminer les règles qui vont être afférentes à ces secteurs. Dans le PLU, aujourd'hui, on a identifié 7 secteurs d'activité économique qui seraient plus tard en zone agricole ou naturelle, et pour lesquels, il va falloir que le PLU a déterminé des règles des possibilités d'évolution, d'extension, de construction d'annexes, etc. Et donc, le bilan, c'est que notre PLU, aujourd'hui, je vous ai mis un tableau un peu compliqué, mais l'important, c'est la case bleue au fond, il détermine en disponibilité, alors ce n'est pas les surfaces des zones U, parce que quand la zone elle est déjà construite, on ne la compte pas comme une disponibilité, mais mon travail, c'est d'identifier toutes les parcelles qui ne sont pas encore bâties, et de dire ça c'est les capacités du PLU, et puis d'additionner toutes les surfaces et de voir si dans notre plan de zonage on a bien traduit l'objectif de réduire de moitié la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Alors on détaille les différentes zones de PLU parce que voilà, moi je dois rendre des comptes, je rédige pour la commune un rapport et on le présente ensuite au service de l'État et on doit rendre des comptes au service de l'État qui vérifie la légalité de notre PLU. Donc, on fait ces petits calculs. Ce qui est important, ce sont les trois premières lignes. Eh bien, elles parlent des potentiels qu'on a sans consommer de foncier, c'est-à-dire en densification de parcelles, en réhabilitation ou en renouvellement urbain. Donc là, c'est des projets qu'on aurait, des potentiels qu'on a identifiés sur des terrains qui sont déjà bâtis. Donc, on ne les compte pas dans notre bilan. Et ensuite, on a les potentiels en dents creuses, c'est-à-dire des parcelles qui font à peu près 1000 m² ou plus et qui vont être considérées au regard de la loi comme de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Ensuite, on a les espaces interstitiels qui sont des dents creuses, c'est-à-dire des grands ténements libres au cœur de l'espace bâti. Et puis, quelques espaces qui vont être considérés comme étant de l'extension par rapport à l'enveloppe urbaine. Et la somme de ces trois dernière ligne, ça fait un peu moins de 15 hectares. Donc aujourd'hui, on respecte dans notre PLU l'objectif de réduire de moitié, parce que tout à l'heure, on avait vu qu'il fallait être inférieur à 16 et que là, on est dans 15. Alors, on est dans 15 parce qu'on n'a pas tout à fait tout bouclé, parce qu'il peut y avoir des petits ajustements, etc. Et puis que l'idée, c'est pas parce qu'on a le droit, c'est pas parce qu'on se fixe maximum 16 qu'on est obligé de consommer 16. Et puis, le PLU, il est programmé pour 10 ans. Et qu'il peut y avoir des projets qui peuvent sortir dans les 10 prochaines années qui ne sont pas programmés aujourd'hui et qu'il faudra pouvoir faire rentrer dans le PLU. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas être à 16,5 quand notre projet a fixé 16, parce que le jour où on a besoin de faire rentrer un projet qui n'était pas prévu ou qui n'était pas assez mûr pour être intégré au PLU et qu'on veut le faire rentrer dans le PLU dans 4 ou 5 ans, eh bien, il faudra quand même qu'on se tienne à cet objectif de modération de la consommation d'espace. Donc, c'est vrai que c'est important de garder, entre guillemets, une petite marge de manœuvre. Sur les mobilités, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, je reprends rapidement. Le PLU lie la densification urbaine et la production de logements à la qualité des dessertes. C'est-à-dire que plus on est dans des hameaux éloignés et difficiles d'accès, et moins on va permettre une densification. On prévoit beaucoup de modes doux dans les OAP. On prévoit des emplacements réservés. ER, c'est emplacements réservés pour conforter ces modes doux. On identifie clairement les sentiers et s'il faut, on a mis en place des emplacements réservés pour pouvoir mieux les identifier, mieux les tracer, etc. Et la commune a également travaillé sur un plan d'alignement pour pouvoir améliorer cette question de l'alignement, des voiries, des trottoirs, etc. Sur le volet qu'on a assez complété là dernièrement du PADD sur l'adaptation au changement climatique, eh bien, sur l'adaptation notamment touristique, du tourisme au dérèglement climatique, eh bien, on va vers un tourisme plus 4 saisons. Donc, on a ancré dans notre plan de zonage les secteurs qui proposent des loisirs
ou des options touristiques avec les zones UE, puisque par exemple on a le pump track dans la zone UE, la zone NE du plan d'eau biotope, les équipements sportifs tout en bas de la commune vers la ZAC, et puis tout le secteur des Brons qui aujourd'hui, on a identifié essentiellement le parking qui sert pour l'accueil touristique notamment hivernal, mais aussi l'été pour les départs en randonnée. Sur tirer parti des atouts du territoire dans la transition touristique, on va dire, eh bien, il y a aussi le fait de valoriser le patrimoine bâti, de faire en sorte que tout ce patrimoine bâti qui existe dans la commune, il soit réhabilité, valorisé et pas démoli et de mettre des constructions nouvelles à la place, parce que préserver le cadre de vie, c'est aussi ce qui rend Combloux attractif. Donc on a déterminé tous ces petits points. C'est un repérage bâtiment par bâtiment de ceux qui présentent un intérêt et pour lesquels le PLU donnera des règles de réhabilitation et une interdiction de démolition. On a aussi identifié un certain nombre de bâtiments qui étaient essentiellement d'usage agricole, mais qui ont perdu cet usage et pour lesquels le PLU autorise le changement de destination, soit vers de l'habitat, soit vers de l'hébergement touristique, de manière toujours à valoriser ce patrimoine bâti et ne pas le laisser tomber à l'abandon. Donc on a à peu près 12 bâtiments qui ont été identifiés. Sur le volet touristique, toujours sur la destination des 4 saisons, on avait fixé un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, notamment d'aménager, de valoriser les infrastructures, d'aménager les fronts de neige et les lieux d'accès à l'espace montagnard de la Crie et du Cuchet, de permettre les pratiques de ski, de favoriser une activité commerciale, d'aménager le domaine skiable. Alors, pour ce sujet, il y a des choses qu'on a pu traduire dans le PLU et d'autres qu'on n'a pas pu traduire encore. Donc, ce qui est important, c'est on a déterminé une trame, les petits points bleus, qui correspond au domaine skiable, dans lesquels le règlement admettra bien sûr l'évolution du domaine skiable et des évolutions liées aux remontées mécaniques, aux pistes, à tous les éléments techniques liés à l'exploitation. On a aussi fait en sorte de protéger dans le PLU les différents sentiers de randonnée. Après, ce qui n'a pas pu être traduit aujourd'hui, bon là c'est les règles, je vous les passe parce qu'on ne va pas les relire en détail, hein, c'est ce qu'on admet dans les secteurs d'exploitation du domaine skiable. Ce qu'on n'a pas pu traduire aujourd'hui, c'est le projet d'aménagement du front de neige sur le secteur des Brons, qui n'était pas assez abouti pour pouvoir être défendu dans le projet de PLU, puisque les projets d'hébergement et d'aménagement touristique, ça relève d'une procédure qui s'appelle UTN, l'unité touristique nouvelle, et que comme on n'a pas de SCOT, eh bien, faire passer ce genre de projet sans SCOT dans un territoire, c'est très très compliqué, qu'il faut avoir l'accord du préfet. Et qu'aujourd'hui, le projet n'était pas assez avancé, abouti, pour qu'on puisse l'intégrer directement. Donc le parti a été pris de laisser l'ambition dans le projet d'aménagement et de développement durable, mais de ne pas le traduire concrètement dans le règlement du PLU et de renvoyer ça à un petit peu plus tard, quand le SCOT aura inscrit ces éléments, ce projet dans noir sur blanc dans le SCOT, et que donc du coup on pourra plus facilement le justifier dans le PLU. Donc ce sera pour une étape 2 du PLU dans quelques temps. Voilà un petit peu la démarche. Sur l'accueil touristique, l'idée c'est toujours de conserver les lits touristiques de la commune, d'orienter de plus en plus vers des lits chauds, qui, du coup, les lits chauds, c'est-à-dire que ce sont les lits en location, les lits d'hôtel, les lits de résidence touristique, qui sont donc occupés plus longtemps dans l'année. Et puis, bien sûr, en lien avec le tourisme, c'est la problématique du logement des saisonniers. On a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure le sujet. Sur la traduction dans notre plan, eh bien, tous les secteurs d'hébergement touristique marchands, on va dire, donc les résidences de tourisme, les hôtels, etc., ils sont définis dans un secteur UT, comme U-tourisme, dans lequel on a des règles qui sont liées... des règles qui sont liées à la possibilité d'accueillir ce type d'équipement, enfin d'installation. On a même prévu des secteurs UTH, c'est-à-dire que ce sont des secteurs qu'on a mis sur les hôtels parce qu'il y a un enjeu fort à préserver l'hôtellerie. Aujourd'hui, on a pu constater qu'il y avait souvent une mutation de l'hôtellerie vers la résidence touristique et que la commune a à cœur de préserver son parc d'hôtels.
Alors, certains hôtels qui aujourd'hui sont bien identifiés seront dans des secteurs UTH dans lesquels on admet l'hôtellerie et ou la restauration selon qu'il y en a ou pas et selon qu'il y a un enjeu. Par contre, pour certains secteurs, eh bien, on a par exemple prévu dans le PLU une OAB pour permettre la transformation de l'hôtel des Granites en résidence de tourisme et à côté de permettre le développement des logements pour saisonniers. C'est ce secteur-là, situé tous l'hôtel des Granites à l'entrée de Combloux, dans lequel on a programmé à la fois cette question de la possibilité de faire muter l'hôtel dans un temps et on n'a pas de programmation dans le temps entre les deux phases, entre A et B, elles peuvent être concomitantes ou décalées. Et sur le secteur qui est plus près du rond-point, envisager la production de logements sociaux pour le logement des saisonniers. Alors ça ne réglera pas tous les problèmes sur Combloux, il ne va pas y avoir 250 logements, mais bon, déjà c'est une étape. Un autre point important dans le volet économique de la commune, c'est l'activité agricole, puisque la qualité paysagère de Combloux, elle est aussi liée au fait qu'on a eu une activité et qu'on a encore une activité agricole importante. L'idée dans le PLU, c'est effectivement de préserver les espaces agricoles et de préserver les sites agricoles. Donc on a travaillé sur un zonage du PLU avec des zones agricoles A. Sur l'ensemble des terrains agricoles, on a basé cette cartographie sur un diagnostic qui a été réalisé et mis à jour l'année dernière par la Chambre d'agriculture, enfin l'année dernière en 2022. Donc on est sur des données récentes, mises à jour, et on a traduit leur carte d'enjeu dans un zonage avec des zones agricoles. On a également mis en place des secteurs AA sur les alpages. Ça avait été une demande de la Chambre d'agriculture que d'identifier dans le domaine skiable les secteurs qui étaient agricoles. Parce que dans le PLU précédent, on était sur une zone N globale, NS, pardon, et qu'on nous a demandé de clairement identifier et pérenniser les espaces qui étaient d'usage agricole dans le domaine skiable. Ensuite, la zone A, elle permet bien sûr l'exploitation agricole, et puis elle permet, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est la diversification des revenus agricoles, et notamment les circuits courts. Donc, on a mis en place un règlement qui permet de faire des petits locaux de vente directe, etc. Sur le volet économique, eh bien, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, il y a le fait que la zone UA de Centrebourg, elle admet les commerces, les restaurants, les hébergements touristiques. Les zones UT, elles sont en faveur, et les zones UTH en faveur de l'activité touristique, et que pour préserver cette offre commerciale au centre-village, on a interdit le changement de destination sur les petits linéaires roses qui apparaissent dans la zone UA. Sur le volet économique également, Combloux, ce n'est pas qu'une commune agricole et touristique, c'est aussi une commune avec des activités artisanales et de la petite industrie qui sont essentiellement localisées sur la zone de plan mouillé, qui est donc pérennisée dans son zonage, et on prévoit une possibilité d'extension entre la zone actuelle et puis justement l'hôtel des Granites dans le virage, une possibilité d'accueil de quelques activités artisanales sur ce site. Bien sûr, comme on est sur une zone à urbaniser et que c'est du foncier nu, on a mis en place une orientation d'aménagement pour organiser la desserte et l'organisation. Et dans le cadre de l'évaluation environnementale et bien le bureau d'études environnementales a pris une zone humide qu'il va falloir préserver dans le cadre de l'aménagement de la zone. Donc c'est la partie, vous voyez, c'est la petite végétation bleue là qui apparaît. Donc ce sera une obligation que de préserver cette zone humide dans l'aménagement. Ensuite, la préoccupation quand même elle est forte, c'est aussi de permettre les évolutions des différentes activités économiques dispatchées dans le territoire. Et quand les surfaces étaient suffisamment importantes, on a déterminé des petites zones UX, des petites zones destinées à l'activité économique dans le territoire. On les retrouve essentiellement à proximité de la route de Combloux ou du côté de Prairie. Ensuite, pour les activités, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont vraiment isolées ou un peu éloignées des hameaux, on a mis ces fameuses STECAL, donc les secteurs de taille et capacité d'accueil limitée. Et pour chaque STECAL, on les numérote, parce que pour chaque STECAL, on a des règles spécifiques. Soit parce que c'est de la restauration, soit parce que c'est des activités artisanales, soit parce que, vous voyez, il y a l'évolution de la scierie, etc. Et on arrive au dernier volet, celui de l'environnement au sens large, avec un volet qui a été pas mal complété, beaucoup complété pour le deuxième débat de PADD, puisqu'il a fallu intégrer les enjeux de l'adaptation au changement climatique. Bon, je ne vais pas vous relister tous les objectifs. L'idée, là, dans ce premier sujet, c'est la préservation de l'armature écologique, c'est-à-dire de préserver les secteurs à enjeu,
avec une demande qui a été faite par le syndicat mixte de l'Arve, le SM3A, qui nous demande d'intégrer la trame turquoise, c'est-à-dire de protéger les cours d'eau et leurs abords d'une manière claire, nette et précise dans le règlement du PLU. Et donc, dans le plan de zonage, on a plein d'outils qui ont été mobilisés. Déjà, on a mis en place une zone N naturelle, donc c'est les grands aplats verts qui vont couvrir les boisements, les cours d'eau. Oui, les boisements et les cours d'eau. Ensuite, on a mis une trame, un outil réglementaire du PLU sur ce qui est donc la trame turquoise. Vous voyez que ça met bien en évidence les cours d'eau de la commune, avec les boisements qui les entourent, à la fois pour des raisons, on va dire, écologiques et aussi pour des raisons de prise en compte des risques d'inondation, de limitation du ruissellement, etc. On a aussi préservé un certain nombre de boisements, alors plutôt dans le bas de la commune, parce que les grandes forêts des massifs boisés, bon, elles ne sont pas en danger, on va dire, au contraire, on a plutôt la forêt qui progresse. Mais par contre, certains massifs, certains secteurs boisés, plutôt dans l'espace agricole, eh bien, ils sont intéressants du point de vue du paysage, parce qu'ils viennent un petit peu compartimenter le paysage, etc. Donc on signifie leur importance. Ensuite, on a préservé des réservoirs de biodiversité, mais ça se recoupe avec les zones humides, parce qu'en fait, dans votre commune, les zones humides, ce sont essentiellement les zones humides qui constituent les réservoirs de biodiversité. La loi sur l'eau, il nous interdit de détruire une zone humide. Et si on la détruit, on doit la reconstituer. Donc c'est pour ça que dans un PLU, on a une obligation d'inventorier, notamment dans les secteurs qui sont constructibles, les zones humides, et de faire en sorte qu'on les préserve. Et si elles ne sont pas préservées, eh bien, charge aux porteurs de projets de reconstituer, de compenser, de limiter ces impacts. Sur le volet biodiversité, on a aussi mis en place dans le règlement une interdiction de planter des espèces envahissantes dans les haies ou dans les plantations de jardins. Sur le cadre paysager, ce qui est important à composer, le cadre aussi bien sur des grandes vues, alors celle-ci, il faut vraiment... je veux dire, quand on est à nous et qu'on regarde le grand paysage, on va avoir on est à peu près sûr de préserver ce paysage. Par contre, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont intéressantes à mettre en œuvre dans le PLU, parce que par exemple, les ouvertures visuelles, eh bien, si tout le monde fait une petite clôture bien opaque ou plante une haie bien épaisse, eh bien, les ouvertures sur le grand paysage, quand on est en bordure de route et qu'on se promène, eh bien, elles disparaissent. Ou si on fait des fronts bâtis le long des routes, eh bien, c'est pareil, les ouvertures paysagères, elles disparaissent également. Il faut que j'arrête de tourner en rond, en fait. Du coup, la valorisation du cadre paysager, ça passe déjà par le fait qu'aujourd'hui, on a préservé une grande partie du territoire par des classements en zone agricole et naturelle. A pour agricole et pour naturel, qui vont circonscrire les zones urbaines. Ensuite, sur certains sujets particuliers du paysage, eh bien, on a mis quelques prescriptions particulières. Par exemple, on a mis en place dans l'OAP du centre bourg du Clos National la préservation d'un cône de vue. Ça veut dire que dans ce cône de vue, la plus grande partie du cône de vue est inconstructible, et puis sur les marges, il peut y avoir une constructibilité, mais que le projet devra tenir compte de cette nécessité de préserver le cône de vue sur l'église. Donc ce sera par exemple les arrières d'aménagement et pas les grandes façades, etc. Sur le volet encore au sens large paysager, eh bien, on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure dans le volet touristique, il y a la volonté de préserver le patrimoine bâti, qui passe par ce fameux repérage de bâtiments un peu partout dans le territoire. Donc on appelle les bâtiments patrimoniaux, et un règlement qui met en place des règles de préservation et de réhabilitation. On en a parlé tout à l'heure aussi, les bâtiments qui peuvent changer de destination, qui étaient des bâtiments agricoles et qui vont changer de destination vers d'autres usages, pour permettre leur mise en valeur. Ensuite, sur la question aussi du paysage toujours, c'est que le paysage de Combloux, c'est aussi le paysage qu'on voit de Combloux depuis d'autres communes ou d'un versant à l'autre, et que pour le préserver, eh bien, il est important de peut-être arrêter l'étalement urbain et l'urbanisation un peu difficile jusqu'à la commune a pu connaître. Et donc aujourd'hui, on a ces fameuses zones UH et UP qui vont être beaucoup plus circonscrites qu'elles ne l'étaient, qui vont permettre une densification, mais à l'intérieur des enveloppes, et ne plus aller étaler et agrandir l'enveloppe des halles. Toujours la question du patrimoine, du paysage, pardon. Eh bien, le paysage et l'insertion des projets, c'est pas seulement la qualité de la construction, c'est aussi et beaucoup la qualité qu'on apporte au traitement des abords. Et pour cela, le PLU met en place certains outils.
Notamment, on a défini une palette végétale pour les plantations, pour recommander des plantations d'espèces qu'on trouve sur le territoire. Donc, il y a eu un inventaire de ce qui existe, des plantations qui existent, qui a été fait, de manière à prescrire des essences qu'on retrouve sur la commune, de privilégier donc ces essences locales, de mettre en place des règles qui soient cohérentes avec le territoire sur les clôtures, les reculs, etc. Sur la question de la gestion durable de l'eau et la gestion de la densification, la commune a prescrit déjà la préservation de la trame turquoise, vous l'avez vu tout à l'heure, et on a mis en place un nouvel outil qui s'appelle le coefficient de biotope par surface, qui est un outil réglementaire qui va, projet par projet, secteur par secteur, donner des objectifs de perméabilité des sols. C'est-à-dire qu'on va demander à ce que les projets soient le plus possible soucieux de garder une certaine qualité d'espace vert, une qualité de biodiversité, une qualité de perméabilité des sols pour les eaux pluviales. Et donc plus on met des aménagements en faveur de la biodiversité et de la gestion durable de l'eau, et plus on a des points dans ce fameux coefficient. Donc chaque projet devra répondre à un coefficient. Sur la réduction de l'impact environnemental du développement urbain, on a beaucoup musclé le PADD sur ce sujet. Et ensuite, la traduction réglementaire, je ne vais pas vous faire toute la lecture ce soir, sont essentiellement des prescriptions dans les orientations d'aménagement et de programmation. Alors, il y a beaucoup de choses, vous allez me dire, c'est du bon sens. Oui. Mais en fait, on a aussi remarqué que des fois, le bon sens, on n'avait pas tous le même. Donc du coup, par exemple, mettre les fenêtres en face du soleil, mettre des volets, un truc un peu bête, mais des fois, c'est utile de le rappeler. Donc dans le projet, on a clairement mis comme ambition de limiter l'artificialisation des sols, de limiter le recours aux énergies non renouvelables, et d'adapter les formes urbaines. Et ça passe dans nos fameuses orientations d'aménagement thématique par le fait, au niveau de l'éclairage public, d'éclairer vers le bas et pas vers le ciel. Ça paraît logique, mais c'est mieux quand on l'écrit. Par exemple, de dire quand on implante plusieurs bâtiments, on essaye de faire en sorte que le deuxième ne fasse pas trop d'ombre au premier. C'est pareil, c'est assez logique, mais des fois un petit schéma et le rappel de la règle, c'est intéressant. Je vous lis pas tout, parce que l'idée, c'est effectivement de pouvoir regarder ça plus tard. Mais voilà, pour vous illustrer, sur la gestion des eaux de pluie, on va demander une récupération le plus possible de ces eaux de pluie pour des usages domestiques ou des usages extérieurs. On va aussi, pour limiter notre impact environnemental, pour la gestion du stationnement, aller de plus en plus vers des stationnements qui soient le moins imperméables possible. Alors, dans la mesure du possible, évidemment, si on a un parking poids lourd, on ne va pas le faire en gazon, mais en fonction des usages, en fonction des enjeux, en fonction de la fréquentation, de tendre vers des aires de stationnement qui soient le plus possible perméables. On prend bien sûr en compte les risques. Alors, il y a le plan de prévention des risques naturels qu'on est obligé de prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accommoder en se disant « Oh, ici, on n'est pas tout à fait dans la zone rouge ». Si c'est écrit sur le plan qu'on est dans la zone rouge, on est dans la zone rouge. Peu importe que vous ayez jamais vu d'eau ou que vous en ayez vu, le plan de prévention des risques, il s'impose au PLU et on ne peut pas le faire évoluer. En tout cas, c'est du registre du préfet, ce n'est pas celui du PLU. Sur le volet de la densification, dont on a beaucoup parlé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est densifié, oui, mais pas à tout prix, pas à n'importe quel prix. Donc, on va faire en sorte de gérer cette densification. Ça passe par une OAP thématique où on rappelle, c'est pareil, des règles de bon sens. C'est-à-dire que si je divise ma parcelle, j'évite de créer autant d'accès que j'ai fait de division parcellaire. Parce qu'en termes de sécurité, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus probant. Donc là, je vous ai mis un extrait, par exemple. Pour gérer ces questions de densification, ces questions de promiscuité, ces questions de gestion du bâtiment préexistant. Et puis, sur les terrains déjà construits ou pas encore construits, d'ailleurs, on a mis en place des coefficients d'emprise au sol. C'est-à-dire que l'emprise au sol est venue remplacer ce qu'il y avait autrefois dans les PLU, qui était le coefficient d'occupation du sol, qui gérait la surface de plancher. Là, on gère les emprises au sol. Donc, peu importe le niveau, le nombre de niveaux qu'on a d'une construction, l'emprise au sol, c'est la surface qu'on couvre sur le sol. Et on a des gradients selon qu'on se trouve dans la zone UA, comme les tellement souvent sont petits et que les constructions sont assez denses, on n'a pas mis de caisse.
Par contre, dans la zone UB, qui est plus périphérique, on a une densité, un caisse qui est important parce que l'idée, c'est effectivement de permettre de densifier ces espaces-là. Et par contre, les hameaux, eh bien, on va être sur des densifications possibles plus faibles parce qu'on ne souhaite pas aller produire beaucoup de logements dans des écarts, dans des endroits qui sont loin des équipements et loin du bourg. Mais par contre, s'il y a des parcelles qui sont non construites à l'intérieur de l'enveloppe, bien sûr que ce sera possible de faire quelque chose, mais dans une certaine limite, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des gros immeubles dans un hameau, on ne va pas faire des grosses constructions dans les hameaux. Sur l'espace public, eh bien, on a déjà vu qu'au niveau du centre-village, la commune a déjà beaucoup de projets et qu'à l'intérieur des opérations, eh bien, on va aussi avoir un rappel de règles de bon sens sur la gestion des accès, sur la gestion de l'interface avec le domaine public, sur le fait de prescrire dans les opérations importantes des espaces collectifs, des espaces verts, des espaces communs, etc. J'en ai enfin fini avec la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire.